D'abord, bonjour tout le monde. Je voudrais remercier, je tiens à le faire, le RBDF pour l'initiative de ce jour. Je pense qu'en effet, la régulation du marché locatif, ou plutôt des marchés locatifs, que ce marché est très fort segmenté, est évidemment un élément essentiel pour concrétiser notre droit au logement décent, mais aussi abordable. L'enjeu consiste bien, en effet, à conférer une portée pratique à ce fameux et très problématique article 3 de notre Code du logement bruxellois et fait unique en Belgique. Rappelons-le nous, celui-ci stipule bien depuis 2013 que non seulement les pouvoirs publics doivent favoriser la mise à disposition de logements conformes aux règles de qualité, mais aussi le volet abordabilité financière. Et les pouvoirs publics ne sont pas seulement nommés, il y a ce petit « entre autres », les pouvoirs publics, entre autres, sont tenus de favoriser. Et de notre point de vue, évidemment, cet « entre autres » ne vise personne d'autre que les bailleurs privés. Et il est essentiel que leur responsabilité dans la réalisation de ce droit fondamental soit précisée. À ce titre-là, nous nous réjouissons, bien entendu, que de telles limites à l'exercice du droit de propriété privée ont été aujourd'hui inscrites, enfin depuis octobre 2021, dans le Code du logement. Reste, comme nous le verrons, à faire vivre ces lettres fraîchement écrites. C'est donc aujourd'hui le plaisir de vous partager quelques aventures menées depuis une bonne dizaine d'années déjà, au service des équipes populaires d'abord, et puis de loyers négociés ensuite, dans le soutien que nous avons pu apporter aux locataires mal logés à la résolution amiable et judiciaire des conflits locatifs portant notamment, mais pas seulement, sur la question du loyer. Cette petite histoire que je vais vous raconter s'inscrit dans une plus grande histoire très bruxelloise, très riche en débats publics, en rebondissements politiques, et qu'on peut certainement faire remonter, comme Nicolas l'a évoqué, au début des années 2000, alors que la compétence sur les baux à loyer relevait encore du fédéral. D'autres acteurs, et je pense à Berthe Séverin, engagé à l'époque auprès de Convivence, pourraient vous conter les péripéties de tels débuts, et en particulier celles des premières expériences pilotes de commissions paritaires locatives initiées par Loreton Collins. Julie Fitzman et Alain Dams pourraient aussi, de leur côté, vous raconter comment le Parlement bruxellois a adopté par une majorité alternative, à la veille des élections fédérales de 2007, une résolution enjoignant le prochain gouvernement belge à, je cite, déterminer des loyers de référence et organiser une commission paritaire locative chargée de vérifier que les loyers pratiqués sont en rapport raisonnable avec la qualité de chaque logement. Il faudra, vous le savez, attendre que la compétence sur les baux loyers tombe dans l'escarcelle des régions, donc en 2014, pour que le débat reprenne à Bruxelles. Mais sous cette législature-là, le chapitre logement de l'accord de majorité, conclu dans la précipitation, était particulièrement peu détaillé. Tout au plus, il était prévu de mettre à disposition des locataires, à titre informatif seulement, une nouvelle grille. Vous le savez aussi, réunis en plateforme logement, les acteurs associatifs et syndicaux inscrivent néanmoins cette question, celle de la lutte contre les loyers abusifs, à l'agenda politique. Et c'est dans ce contexte que les équipes, mobilisant les arguments de droit disponibles, cherchent, sans attendre l'adoption de la législation souhaitée, à créer une jurisprudence. Avec leurs partenaires, avec l'appui aussi d'édiles communaux, comme Jean Spinette à Saint-Gilles et Denis Grimbergs à Scarbeck, les équipes diffusent leur questionnaire, 600 € pour ça, une manière déjà de diffuser une première grille de loyer, alors même qu'elle n'a encore aucune portée officielle. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est à Saint-Gilles qu'en janvier 2019, un bailleur sera pour la première fois condamné à rembourser 150 € par mois depuis le début du bail, soit 5 ans en arrière, sur base de son obligation, alors non explicite, de proposer un loyer raisonnable, 9 000 €, plus les habituelles indemnités pour troubles de jouissance, établies à 100 € par mois, à compter de la date à partir de laquelle le plafond de la cuisine s'était effondré, ce qui avait été attesté par M. Lenoir
fonctionnaire à l'urbanisme. 1 700 €. Plus encore, 18 mois d'indemnité de loyer pour congé illégal. Pour faire court, le bailleur s'était permis, au moment où la plainte avait été adressée à la DIRL, de donner un congé aux locataires sans tenir compte de délais légaux de rigueur. Et c'est les bailleurs qui étaient allés devant le juge pour réclamer leur dû et réclamer l'expulsion du locataire. Aux surprises, une avocate était présente à l'audience pour représenter les locataires, ce à quoi manifestement les bailleurs n'étaient pas habitués. Et le RBDH l'a, je pense, très bien démontré dans une étude approfondie qui a été menée il y a plusieurs années déjà sur la question des justices de paix, le taux de présence des locataires, le taux de nombre de locataires qui organisent leur défense via un avocat. Ces chiffres sont accablants, sont d'une faiblesse dramatique et très clairement, certains bailleurs et très certainement sur certains segments locatifs plus que d'autres, comptent table sur l'absence de locataires pour demander d'exiger de la part du juge des choses parfois exagérées. C'est bien ça qui s'est passé dans ce cas-là, et il faut bien reconnaître que cette victoire à Saint-Gilles a été engrangée faute d'un véritable adversaire. Ces bailleurs-là n'ayant pas même pris la peine, tellement convaincus que les locataires ne se défendraient pas, les bailleurs n'ont pas même eux-mêmes vraiment organisé leur défense. N'empêche que c'est un petit peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Je pense que ça vaut la peine de passer un petit temps à bien mesurer l'ampleur de la différence qui est faite ici, puisque si en effet les locataires avaient été absents, ce qui est le plus souvent le cas, si autrement dit les équipes populaires et M. Lenoir n'étaient pas intervenus, eh bien en effet, ces locataires auraient été expulsés de leur logement et auraient été condamnés à payer, à rembourser à leur bailleur plus de 10 000 €, des arriérés de loyer, des indemnités de résolution du bail, des indemnités de procédure. Ici, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est le bailleur qui a donc été condamné à restituer aux locataires 21 000 €. Et je me permets ici de quand même de dire que ça, c'est possible, s'il était possible que le bailleur obtienne gain de cause en l'absence de locataire, car depuis cette fameuse loi Pot-pourri adoptée en 2015 sur proposition de M. Gaines, le juge de paix n'aurait pas même pu, en l'absence de locataire, faire valoir l'irrégularité du congé. Et en effet, donc depuis cette loi Pot-pourri, lorsqu'une partie fait défaut, le juge est tenu de faire droit aux demandes de la partie présente, sans même plus examiner si elles sont fondées ou si elles sont éventuellement exagérées. Mais revenons donc à la question principale. C'est bien sur base d'une interprétation de l'article 3 du Code du logement, étayée par les déclarations de Caroline Désir et de Céline Frémaux au Parlement, que, pour la première fois dans l'histoire, un locataire demande et obtient la révision d'un loyer contractuel avec effet rétroactif jusqu'au début du bail. Telle décision n'a cependant pas manqué de susciter un vif débat au sein du monde de la justice, comme en témoignent les contributions respectives d'Aurélie Leleu et de Vincent Defretteur, publiées à l'été 2019 dans le journal des juges de paix. Et comme l'écrit très bien Aurélie Leleu, l'audacieux plaidoyer mis en place par Véronique van der Planck, ici présente, et Sybille Dessin, a consisté à faire valoir des effets horizontaux et une portée pratique à notre fameux article 3. Et de son point de vue, Aurélie Leleu considère qu'en effet, cet article doit incontestablement créer des effets directs, puisque telle était la volonté du législateur en 2003 et en 2017. Elle estime que, par contre, la frilosité passagère des parlementaires en 2013, lorsqu'ils parlent d'absence de portée juridique directe quand ils introduisent, quand l'article 3 est en fait introduit, ne devrait pas, selon elle, détourner les juges d'une partie de leur office, donner corps à des dispositions certes programmatiques, mais qui, si elles restaient théoriques, seraient privées de toute justiciabilité. Mais Vincent Defretteur, de son côté, lui, n'est pas d'accord. Et de son point de vue, en l'état actuel de la législation, il n'existe pas de mécanisme légal de révision des loyers jugés excessifs ou abusifs. Et qu'en conséquence, la révision judiciaire prise à Saint-Gilles manque de fondement légal.
La grille régionale de loyer est un outil d'information pour les parties et donc lors de la conclusion du bail et dans le cadre de négociations précontractuelles, tandis qu'une fois le contrat signé, le principe de la convention, loi et sa rigueur prennent le pas. Il en va, dit-il, ainsi de la sécurité juridique. Et pour faire court, c'est bien ce dernier argument qui a été retenu par les juges de paix de Laken et d'Ixelles dans les deux autres cas de loyers abusifs qui leur ont été soumis avec le soutien des équipes populaires. Pourtant, chacun de ces deux dossiers comportait des arguments factuels forts. Dans un premier cas, l'agent immobilier avait triché, avait surqualifié les qualités du logement. Le logement était présenté comme disposant d'une excellente PEB et de 70 mètres carrés. Mais une fois sur place, les amis de la locataire qui avaient pris pourtant le soin de téléphoner en disant « Ah, c'est 750 €, il y a 75 mètres carrés, ok, le prix est correct, 10 € du mètre carré, c'est dans les clous. » Au moment de la maison de Crémaillère, cet ami dit « Ben non, en fait, là il n'y a pas 70 mètres carrés ni 75, on en a mesuré 35. » Et je vous passe les détails. Il a fallu l'intervention de 4 juges, d'un expert. Émilie a dû avancer 1 500 € de frais d'expertise, simplement pour constater qu'il y avait 35 mètres carrés. Le second juge qui était intervenu avait clairement demandé à l'expert qu'il établisse aussi le montant du juste loyer, ce que l'expert a fait. Mais la partie adverse a pu démontrer, ou en tout cas le troisième juge qui est intervenu, a fait droit aux arguments du bailleur pour décrédibiliser l'expertise de l'expert nommé par le second juge qui est intervenu. Bref, Émilie a fait appel à ces décisions et la quatrième juge donc, qui est intervenue a dit « Mais écoutez, c'est simple, peu importe ce qui a été dit de manière précontractuelle par un agent immobilier, ce qui est écrit dans le contrat est écrit dans le contrat. Madame a visité les lieux, elle savait donc à quoi s'en tenir. Point barre, la convention fait loi. » Dans la deuxième situation, ou la troisième, il s'agit de Josiane, qui avait entamé une grève du paiement de la partie abusive de son loyer sur base de la grille, et puis qui avait fini par entrer dans le logement social qui lui était promis, ou qu'elle attendait en tout cas depuis longtemps. C'est donc la fin du bail qu'on avait négocié, avec une excellente relation avec l'agent immobilier qui agissait pour le nom du bailleur, mais une absence d'accord du bailleur qui est donc allé réclamer son dû devant la justice de paix d'Ixelles. Et au moment où les débats ont lieu, où les échanges de conclusions se font entre avocats, Josiane se rend compte que le bailleur a fait des très gros travaux dans son logement et que son logement est reloué, mais au même prix. Et donc, on est allé revisiter et on a en effet constaté qu'il y avait une très belle terrasse, que le bailleur avait percé une belle grande baie vitrée à la place des petites fenêtres qui éclairait insuffisamment le rez-de-chaussée, qu'à l'étage, au lieu du petit coin douche qui était là dans le coin, c'était des vraies parois, une vraie porte, bref, une vraie salle de douche qui avait été aménagée. Tout ça pour louer au même prix. Donc, les nouveaux locataires ont bénéficié d'un loyer proportionné aux nouvelles caractéristiques du logement. Et bien donc, on a fait valoir ces arguments-là devant le juge dans des conclusions, ce qui a mis hors veille la partie adverse, car il a mis un troisième jeu de conclusion, rien n'y a fait. Alors que pour nous, c'était la meilleure preuve, hein, alors que le bailleur a apporté les corrections nécessaires à l'écart entre le prix et la qualité. Pour le suivant, c'était une bonne manière de prouver qu'il y avait un problème pour Josiane elle-même. Rien n'y a fait. À la justice de Pédixel, même chose. La convention fait loi, madame, vous avez signé ça pour ça. Eh bien, on en reste là. Voilà un petit peu l'état de la situation et vous comprendrez donc aisément que l'introduction de l'obligation de proposer un loyer raisonnable va tout changer. Je prends encore avant peut-être d'énoncer les perspectives, ou en tout cas les espoirs qu'une mise en œuvre du texte soulever quelques inconnus actuels. Parce que entre le moment où Émilie avait signé son bail en 2015 et aujourd'hui, plusieurs nouvelles dispositions sont entrées en vigueur.
Premièrement, à partir de 2018, les obligations du bailleur en termes d'informations précontractuelles, Nicolas l'a dit, ont été précisées dans le code. Et depuis décembre 2021, il est désormais obligatoire de mentionner le loyer de référence dans le contrat de bail lui-même. Et comme vous le savez, oui, ce dernier est largement en fonction de la superficie du logement. Et peut-être que le jugement rendu au tribunal de première instance hier ou en octobre dernier ne pourra plus l'être demain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ma collègue Lara Stouff et moi-même rencontrons régulièrement aujourd'hui des situations locatives dans lesquelles le bailleur, plutôt que d'établir le montant du loyer de référence sur base des caractéristiques du logement, adapte les caractéristiques du logement au loyer qu'il souhaite obtenir. Ainsi en est-il d'un petit studio dont nous avons aussi mesuré 35 mètres carrés seulement, et alors que le rapport de Bruxelles, le loyer.bruxelles s'est annexé au bail, et on voit bien que le bailleur a introduit un appartement, une chambre, 60 mètres carrés, pour justifier les 750 € qu'il veut obtenir. Je ne sais pas aujourd'hui encore si Ahmet va aller devant le juge. Je ne sais pas ce que le juge pourrait décider, mais toujours est-il que le bailleur en question, avec qui on a tenté une négociation amiable, n'a rien voulu accepter. Ce bailleur revendique son droit de définir le montant du loyer comme il l'entend. On a eu beau dire que ce loyer ne respecte pas la définition d'un loyer abusif. Et demain, une fois que le droit pour le locataire d'obtenir la diminution entrera en vigueur, peut-être dans quelques mois, vous serez obligé de le diminuer. Rien n'y a fait. Donc, on a besoin d'une bonne grille qui soit fiable, plus que représentative sur l'ensemble du marché locatif. Ça nous semble évident. Et donc, je crois que c'est un des enjeux des prochains mois, c'est qu'un accord intervienne au sein du gouvernement sur une grille qui soit en effet suffisamment fiable pour que le texte puisse entrer en vigueur. Ça, c'est sur la grille. Et c'est le premier élément positif. Le deuxième élément positif de l'ordonnance, c'est bien sûr l'autre avancée, c'est la mise à disposition d'une expertise judiciaire gratuite sur le montant du loyer. Et c'est bien cette expertise judiciaire gratuite-là qui nous paraît être le service principal attendu par la commission paritaire locative. En effet, il s'agit d'éviter très clairement les rebondissements dont je viens d'évoquer avec Émilie. Donc, je pense d'ailleurs que si bien sûr le loyer négocié va soutenir des locataires à solliciter les services de la commission avant d'entrer en justice, je pense qu'il faut être bien conscient des difficultés qui sont surmontées. Parce que surtout sur le bas du segment, surtout dans le monde populaire, dans le monde quand on vit dans la précarité, eh bien, on a peur de perdre le peu qu'on a. On a peur d'entrer en conflit avec son bailleur, surtout quand les possibilités de mettre fin au bail à peu près sont bien présentes. Et donc, malheureusement, il faut constater que c'est sur ce segment-là, en tout cas, quand on n'a plus le choix, quand on n'a plus rien à perdre, on se décide à faire valoir ses droits. Et donc, c'est bien, le plus souvent, quand on est convoqué devant le juge de paix pour un arriéré de paiement de loyer, qu'un locataire pourra faire valoir son droit à un loyer raisonnable et pourra demander au juge, avant de statuer ou de statuer sur la manière de rembourser la dette, de vérifier que la dette existe bel et bien. Et ça, c'est sans doute l'occasion principale à laquelle les uns et les autres que les uns et les autres pourront solliciter, ce qui pourrait avoir une incidence non négligeable sur une politique de prévention contre les expulsions, vu que dans une bonne partie des cas, il sera plus facile pour un locataire de démontrer qu'il a un loyer abusif que son logement est insalubre. Deux avancées majeures dans ce texte, donc, un regret ou une incompréhension, Nicolas Bernard en a parlé, c'est cette logique des effets rétroactifs. On ne comprend pas. On ne comprend pas quelle est la logique qui limite à 4 mois cette possibilité pour le juge de décider d'effets rétroactifs à sa décision. C'est contraire à la grammaire du texte,
c'est aussi incohérent avec une reste du corpus. Et donc, nous pensons qu'il faudrait pouvoir corriger ce texte dans les meilleurs délais et donc laisser la possibilité au juge d'apprécier la possibilité d'abus, d'effets rétroactifs ou pas. Proposition très concrète en la matière, c'est d'introduire dans le texte, ou en tout cas dans les arrêtés, la définition d'un loyer abusif et pas seulement d'une présomption d'abus. Définition du loyer abusif basée cette fois-ci entre le montant du loyer tel qu'expertisé par la commission paritaire locative et le loyer contractuel, et pas entre le loyer de référence et le loyer contractuel. Parce qu'une série, je pense, d'éléments de confort qui ne sont pas repris dans la grille, et la grille est effectivement un peu détaillée, hein, entre un balcon ou une terrasse, l'espace récréatif qui est fixé à, je ne sais plus, 19 € dans la grille, c'est évidemment pas la même chose. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'entre le loyer révisé par la CPL et le loyer contractuel, il y ait parfois un certain nombre de situations où il n'y a pas vraiment de vraie différence et qu'on ne puisse pas qualifier d'abus cette différence-là, mais simplement, à mon avis, une simple erreur d'appréciation de la part du bailleur. Et que cette erreur d'appréciation ne devrait être évidemment corrigée que pour l'avenir seulement. Mais à l'inverse, quand la différence entre le loyer expertisé et le loyer contractuel est importante, ou quand d'autres manquements sont constatés, d'autres infractions aux normes impératives du texte sont constatées, là, il y a un abus et il faut prévoir et laisser au juge la possibilité de décider d'effets rétroactifs. C'est très clairement la décision que nous avons pu arracher à Saint-Gilles, vous l'aurez compris, ne pourrait plus l'être en l'état actuel du texte. Une deuxième amélioration, et là-dessus je pense que je rejoins bien entendu le collègue précédent, c'est de faire comme à Paris, hein, et d'autoriser, de demander, de missionner par exemple un agent de la DIRL pour contraindre le bailleur à rembourser au locataire le trop perçu. Je ne sais pas, on verra tout à l'heure peut-être comment ça fonctionne, comment le préfet ou demain, ou depuis là, la mairie de Paris fait usage de ces dispositions, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'elle a le mérite de clarifier le fait que la pratique d'un loyer abusif est contraire à l'ordre public. Clairement, telle disposition, je pense, ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un consensus politique et donc cette proposition devrait être inscrite à l'agenda des prochains débats, notamment je pense à ceux de 2024, merci, puisque les élections approchent. À l'inverse, l'accord de majorité négocié en 2019 n'est toujours pas mis en œuvre. L'ordonnance loyer abusif âprement négociée entre Martin Casier, qui vient d'arriver, Zoé Genot, qui est là dans le fond, et Joël Maison, qui pourrait nous rejoindre, j'espère. Merci à eux trois, d'ailleurs, comme à leurs collègues néerlandophones, pour la qualité du texte. Ce texte pourrait donc rester lettre morte. Faute d'un accord au sein du gouvernement, notamment sur la nouvelle grille, l'entrée en vigueur de cette disposition pourrait en effet être renvoyée à la prochaine législature, potentiellement au calendrier grec. Et quand on observe, je crois, les difficultés rencontrées par le gouvernement autour de l'adoption de mesures, somme toute, assez centristes, comme celle de limitation d'indexation des loyers, ce scénario des calendriers grecs n'a, je crois, rien de farfelu. 2023 sera donc décisive. Merci à vous pour votre attention.